confiance aux médias et faites confiance aux cliqueurs que je te reprends de la main, Pierre. Merci infiniment. On va continuer à parler de data et la positionner encore une fois au cœur de sa stratégie de développement, de transformation business. Comment bien opérer cette transformation avec un bon pilotage de la donnée? On en parle tout de suite avec Emmanuel Vivier, Édouard Beaucourt pour Tableau, Laurent Bio pour TF1 Publicité et Florence Chafiotte pour Monoprix. On va se resserrer un tout petit peu. Donc effectivement, on est un petit peu à la croisée des chemins entre le business, la data et la publicité, qui sont des univers qui sont en train de changer énormément. Alors Édouard, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tableau, donc c'est un logiciel de business intelligence, il faut bien l'organiser et la manipuler, cette data. Justement, aujourd'hui, en quoi c'est vraiment important, enfin tout le monde en parle, mais à quel point c'est important de pouvoir la manipuler, l'utiliser, surtout dans un contexte de transformation? Alors, c'est bien déjà de repositionner ce dont on parle, parce qu'on parle beaucoup de termes. Les termes d'ailleurs changent avec le temps. Vous avez évoqué un terme, mais qui a déjà bien changé. On parle du fait que pendant des siècles, on a stocké des faits dans des livres. Et pour peu qu'on sache lire, on accédait aux faits et on pouvait en tirer parti. Depuis quelques décennies, on stocke plutôt les faits dans des systèmes, dans des applications qui sont la plupart du temps prévues au fait de collecter de l'information, pas spécialement de la restituer ou pas spécialement d'en tirer parti. Donc, le grand enjeu de transformation qu'il y a aujourd'hui autour de la donnée, c'est de pouvoir redonner accès aux gens à qui on a demandé de stocker de l'information et des faits pendant des libérer décennies. La donnée. Okay. Voilà, de pouvoir la libérer, de pouvoir la comprendre. Et donc, le premier sujet qu'on adresse, c'est de pouvoir recréer ce pont entre des hommes et la donnée. Et surtout, ce pont entre des hommes qui n'ont pas de compétences à parler des langages informatiques ou à maîtriser des langages de requête informatique, de pouvoir converser avec des données qui sont bien souvent stockées dans des lignes, des colonnes, des index et des tables de base de données. Donc, c'est le premier point le plus cardinal et le plus important. Donc, c'est libérer des utilisateurs qui sont métiers. Il est absurde aujourd'hui d'imaginer qu'on forme les gens à des métiers tels que le marketing, le contrôle de gestion, la logistique, sans leur donner la possibilité de faire des analyses ou de tirer parti eux-mêmes des données et des systèmes. Alors Florent, chez Monoprix, en tant que leader de la distribution en France, j'imagine que là aussi c'est un vrai sujet, mais ça demande des nouvelles compétences, une nouvelle organisation, ça demande de changer un petit peu les métiers de l'entreprise. Comment ça se passe concrètement quand on est de l'autre côté de la barrière? D'abord, bonjour à tous. Merci de nous qualifier de leader de la distribution, mais nous sommes effectivement leader de la distribution en ville, de la distribution urbaine. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Effectivement, nous, la démocratisation de la data, et notamment, vous l'expliquez très bien, grâce à des outils comme Tableau, ont permis tout simplement de remettre la data au cœur du décisionnel des métiers. C'est-à-dire que nous, pendant très longtemps, la data était dans une organisation au sein d'un data center, plutôt à la DSI, et effectivement fait par des gens dont on ne comprenait pas toujours bien ce qu'ils faisaient, mais qui étaient très intelligents. Plus une gouvernance technique. C'était une gouvernance extrêmement technique, mais parce que le sujet était très technique, donc c'était difficile de rentrer dans les sujets, et les marketeurs faisaient une expression de besoin à des gens qui, eux, savaient la manipuler, savaient manipuler la data. Et aujourd'hui, on a complètement transformé nos organisations. Aujourd'hui, la data, elle est au cœur du marketing. Tant la data business d'ailleurs que la data client, et elle est crunchée entre guillemets par des gens comme vous et moi, tout simplement parce que des outils comme Tableau ont permis la démocratisation de la capacité à appréhender ces sujets en fait. Alors, Édouard, justement, si tout devient si simple avec un seul clic, qu'est-ce qui deviennent nos data scientists? On n'en a plus besoin, ils disparaissent, ou quand même il va falloir aussi les utiliser quelque part? Alors le fait qu'on en ait moins besoin, ça serait une bonne nouvelle, parce qu'on n'en a pas assez, donc ça c'est un premier point. L'enjeu du recrutement toujours, du sourcing.
Je pense que l'enjeu, il ne se trouve pas là. L'enjeu, il est qu'on a besoin de changer des us et coutumes et qu'on a besoin de changer le paradigme de conversation avec les données. Et on ne va pas le changer, où l'enjeu ne va pas se trouver à 0,5% de la population. Or, ces experts, ces data scientists, ces informaticiens dont vous parlez, ou ces ingénieurs, ou les fameux data officers qu'on proclame, ce n'est pas eux qui vont être les chefs d'orchestre de tout ça. Ils vont être le complément naturel au fait qu'on adresse tous les opérationnels et tous les décideurs de manière plus forte dans leur autonomie, leur capacité à faire les choses. Et en complément, naturellement, il faudra de temps en temps mettre un peu de gouvernance, un peu de sécurité. Il faudra également de temps en temps aller un peu plus loin. Et là, les experts, les data scientists ou les ingénieurs amèneront un complément utile à la démarche. D'accord. Et puis un rôle finalement de toujours d'explication, de sensibilisation finalement de tous les salariés. Alors Laurent, justement à la régie de TF1, on pourrait se dire, voilà, on fait de la télé, la data c'est loin, mais d'ailleurs c'est plus une chaîne de télévision, TF1, c'est un groupe média avec du online, du offline. Et justement aussi sur le ciblage, la data, vous l'utilisez déjà en fait depuis un certain moment chez TF1. Alors en fait, effectivement, on utilise la data sur la télévision linéaire depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'avoue que jusqu'à l'année dernière, cette année en fait, on a eu un gros succès d'estime, mais pas forcément suivi, on va dire, de choses bien trébuchantes. En fait, il faut comprendre que sur la télévision, à partir du moment où pour l'instant on n'a pas l'autorisation de décrocher nos signaux, la data c'est quelque chose qui permet d'optimiser les campagnes. C'est-à-dire que plutôt que de dire je vais cibler les femmes de moins de 50 ans, etc., comme on fait depuis à peu près 50 ans. Donc socio-démo basique. Voilà. Je peux proposer aux clients de cibler des acheteurs d'huile d'olive, des acheteurs de yaourt pour enfants, etc., le tout sur des dizaines de catégories dans la grande consommation. Donc ça permet d'optimiser vraiment les campagnes et notre prédécesseur ici sur la scène parlait de mesurer les résultats. Et effectivement, on en mesure les résultats et globalement, quand vous dépensez le même argent dans votre campagne de télévision, selon que vous la ciblez data ou socio-démo, vous allez vendre à peu près 5% en moyenne de plus, ce qui fait 250 000 € de chiffre d'affaires gratuit en fait. Donc c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années, mais cette année c'est l'année du décollage puisqu'on a à peu près 8 clients de notre top 15 qui sont en train d'expérimenter ces cibles-là. Et puis c'est un peu un couple à trois parce qu'il y a la régie pub, l'agence média, l'annonceur, il faut que tout le monde soit un peu aligné aussi pour valider les commandes ou les briefs ou les propositions. Absolument, ça fait partie en fait du fait que c'est long. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la publicité est une industrie assez conservatrice en fait. Et c'est sûr que le bon vieux GRP socio-démo qui rentre dans tous les tableaux de reporting sur tous les pays du monde, c'est quand même assez pratique. Et que si je dois mettre dans un tableau de reporting mon coût pour 1000 data sur TF1 ou sur TMC sur l'acheteur d'huile d'olive, on n'a pas trop de références, quoi. D'accord. Alors, Edouard, justement, on parlait un petit peu de ce sujet de la gouvernance, où le fait avant, finalement, il y avait une gestion technique de la donnée à la DSI, le marketing un peu dans le CRM, mais finalement, personne pilotait réellement cette donnée-là. Justement, aujourd'hui, si on devait bien piloter la data, vous nous conseilleriez quoi pour tous les gens présents? Profitez-en, c'est du conseil gratuit. Non, mais le pilotage, au-delà du conseil qu'on pourrait donner, il doit être aujourd'hui de plus en plus flexible et adaptable. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche plus à piloter des usines comme on le faisait il y a 50 ans. On a des indicateurs clés de succès qui changent en permanence, qui doivent s'adapter à des métiers, à des annonceurs, à des réalités. Et donc, des nouveaux points de contact aussi, parce que ça n'arrête pas de... Pardon ? Et à des nouveaux points de contact, parce que constamment il y a des... Tout à fait. Donc on doit être en permanence à pouvoir permettre une adaptabilité, une flexibilité. Ça n'empêche pas que de manière transversale au niveau de l'entreprise, on est quand même obligé de mettre quelques gouvernances en place pour éviter que tout le monde ait des points de vue différents, que tout le monde mélange des choux et des carottes. Donc l'enjeu de la gouvernance est toujours aussi importante, mais on doit pouvoir gouverner tout en laissant la possibilité aux gens de changer des points de vue, de faire évoluer des indicateurs qui changent au fil de l'eau. Un des grands enjeux qui apparaît également, c'est le fait qu'on ne peut plus
fabriquer une usine à chaque fois qu'on fait une analyse. On ne peut plus à chaque fois fabriquer un système propriétaire dans lequel on stocke des données, on les calcule et ensuite on permet aux gens de les manipuler. On est obligé de s'adapter au fait que les données, elles changent en permanence, que je suis ravi de voir des noms d'entreprises comme le nôtre qui sort en permanence tous les quelques années et qui crée des sources de données multiples et variées, des données de tout type, structurées, non structurées. On parle beaucoup d'images et de vidéos désormais qu'on cherche aussi à analyser. Donc, voilà, il y a différentes choses. C'est adaptable et flexible, le fait de pouvoir changer les points de vue régulièrement, le fait de pouvoir s'adapter à des systèmes entrants parce qu'on peut avoir de nouvelles données à appréhender, internes ou externes à son organisation. Donc voilà tous les grands enjeux, tout en gardant et en essayant de garantir de la sécurité, de la gouvernance pour éviter que les gens fassent les choses dans leur coin sur des choses qui ne sont pas comparables. Alors Laurent, justement, il y a quelque chose qui est assez compliqué à comparer, c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est, nous consommateurs, devenus omnicanaux. De l'autre côté, les médias le sont plus ou moins. Et donc on se dit bien que pour mesurer demain, si je suis à la place de Monoprix ou d'autres, mes différents points de contact, mes différentes actions marketing, d'un côté j'avais du GRP, avant j'avais du CPM. Voilà. Comment je m'y retrouve dans cette mesure de la performance pour avoir une vision vraiment cohérente online et offline? Alors, il se trouve que pour l'instant, dans l'univers digital, on ne sait pas faire de GRP. Alors, on y travaille avec probablement certains des gens qui sont dans la salle, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. En revanche, en télévision, c'est facile de faire un coup pour 1000. Et l'avantage du coup pour 1000, c'est qu'il permet une comparaison entre les pays, alors que le coût du GRP, comme c'est relatif, c'est fonction de la population, donc on ne peut pas le comparer d'un pays à l'autre. L'autre avantage du coup pour 1000, c'est qu'il est transversal à tous les écrans. C'est-à-dire qu'on s'est proposé, et d'ailleurs on va l'annoncer la semaine prochaine, enfin, déjà un peu annoncé, mais on va publier le produit la semaine prochaine, que pour 2019, on offrira à nos clients la possibilité d'acheter sur tous les écrans, y compris les écrans digitaux, sur le replay, quel que soit l'écran, ou sur le live quand il est sur un autre écran que celui de la télévision, une offre en coup pour 1000 net data, sur à peu près une quarantaine de segments de la grande consommation. Donc finalement, cette monnaie d'échange-là, elle permet les comparaisons entre les pays, elle permet les comparaisons entre les médias, et vous verrez affiché qu'est-ce que c'est par exemple le coût pour 1000 de la chaîne TF1 sur les acheteurs d'huile d'olive, celle de la chaîne TMC et celui de MyTF1 sur le mobile, sur l'IPTV, etc. Donc, et ça, on peut le faire puisqu'on a deux sources de data différentes, mais qui sont, on va dire, qui tombent sur la même granularité. L'acheteur, c'est vraiment l'acheteur, le gros et moyen acheteur. Pour vous dire, la cible shopper qu'on est en train de publier, c'est à peu près 30% des foyers qui pèsent à peu près 70% des achats pour la télévision. Sur le digital, et alors c'est vraiment une opportunité qu'on soit à côté sur ce canapé, puisqu'on a un partenariat avec Relevancy, qui est une filiale du groupe Casino, qui via les 14 millions, je crois, de cartes de fidélité du groupe Casino, on a donc le détail de... Enfin, Relevancy a le détail de tous les tickets de caisse, on rapproche les DMP et on s'est ciblé un acheteur d'huile d'olive sur MyTF1. Donc on a traité ça comme un POC, on va dire, en mai-juin pour le client Puget, c'est pour ça que je vous parle beaucoup d'huile d'olive, et on en a mesuré les résultats à la fois en termes de vente et à la fois en termes d'uplift par rapport à ce qu'aurait été le résultat si la campagne avait été socio-démo. Le POC a été tellement, on va dire, positif que du coup, on lance une offre là industrielle que vous découvrirez la semaine prochaine. Bon, c'est bien, ça nous fait du teasing. Alors là, on n'est même plus en cross-canal ou en omnicanal. Là, si on n'arrive plus à faire du business avec ça, on ne va pas y arriver. Alors Florent, justement, c'est bien de parler de retour sur investissement ou d'efficacité, mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Parce que c'est vrai que des fois, on utilise des termes un petit peu attrape-tout, on ne met pas tout à fait les mêmes choses derrière. Dans le pilotage pub, finalement, pour vous, c'est quoi le ROI derrière vos actions? Alors, la data aujourd'hui, elle nous sert à deux types de pilotage. D'abord, le pilotage business, sur lequel, très honnêtement, c'est peut-être là où on a fait le plus d'efforts et le plus de progrès ces 12 derniers mois. L'analytique a toujours été au cœur de Monoprix. On a toujours beaucoup analysé. Et je pense qu'on avait la chance d'avoir cette petite longueur d'avance là-dessus. On a un partenariat assez historique avec Dunnhumby qui nous a fait énormément progresser ces dernières années. Et puis, on s'est tourné vers des modèles prédictifs.
Où aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être sur la partie promotion sur laquelle on a le plus progressé cette année, où en fait aujourd'hui on est en capacité de déterminer tout le potentiel de chiffre d'affaires généré par de la promotion catégorie par catégorie sur les 12 mois à venir. En ayant appliqué, on est en train de le travailler avec Artefact, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent là. On a travaillé avec des outils de machine learning également, en fait, qu'on fait tourner et sur lequel aujourd'hui on est en train d'affiner les modèles au fur et à mesure. Et on est sur des modèles qui sont assez robustes. On se trompe le modèle se trompe assez peu, donc c'est hyper encourageant parce qu'on arrive à presque définir l'avenir. Et sur la partie publicitaire. C'est évidemment important, c'est un tout petit peu moins important objectivement chez Monoprix, qu'on a un tout petit annonceur. Ça n'y paraît pas, mais on dépense quand même 14 fois moins que tous nos petits copains du marché, donc on joue avec assez peu d'argent finalement. Néanmoins, comme la data est au cœur de nos décisions, on a mis en place des modèles d'attribution en fait, alors notamment plus particulièrement sur le digital, qui nous permet en fait de mesurer l'impact de chacune de nos actions, chacune de nos canaux, chacune de nos prises de parole, et ça selon des modèles qu'on a définis. Mais c'est finalement peut-être moins notre quotidien que le pilotage business. D'accord. Alors Edouard, justement, on pense aussi à un autre sujet autour de la data, c'est la monétisation. Tout le monde se dit oh, j'ai de la data, je suis riche, je vais pouvoir la vendre ou la commercialiser ou la louer. Enfin, concrètement, ça a quelle valeur pour l'entreprise la data sur ce sujet-là? Alors, c'est vrai que c'est un vrai phénomène de marché. Le premier phénomène, c'est qu'il y a une époque où on faisait de l'analytique interne, on essayait de comprendre ces catégories produits, ces sous-catégories produits. Il y a un vrai événement de marché, c'est que les gens maintenant ils cherchent à en tirer parti ou pour optimiser le service vis-à-vis de leur tiers. Hein. Ça peut être un client, ça peut être un partenaire, ça peut être un fournisseur, ou de la monétiser. Ce phénomène de marché, il touche à peu près toutes les couches d'entreprise, des plus petites jusqu'aux plus grandes. Il est plutôt né d'ailleurs dans les petites entreprises, c'est plutôt celles qui cherchaient à disrupter un marché, qui utilisaient ce genre de service additionnel ou de monétisation pour essayer de concurrencer les plus grands, les plus costauds. Mais maintenant, il s'applique vraiment à toutes les couches. Donc là, pour le coup, il y a des différents phénomènes qu'on voit sur le marché. Il y a un phénomène qui est déjà de tirer parti de tout l'analytique qui a été produit en interne. L'exemple de Monoprix est plutôt bon. Ils n'ont pas attendu ces quelques dernières années pour faire des choses très brillantes en interne. Et donc de pouvoir les exposer à leurs fournisseurs ou à leurs clients, ça a une vraie valeur et ça peut être un ROI très rapide. Ou pour optimiser encore une fois un service, ou fidéliser un client, ou pour le monétiser potentiellement vis-à-vis de fournisseurs dans la grande distribution. On le voit beaucoup, le fait de monétiser aux distributeurs que sont PepsiCo, Coca-Cola et ainsi de suite, le fait de leur permettre de voir quelle est leur performance en tête de gondole et ainsi de suite. On l'a vu dans des petites startups également. On a un exemple assez parlant qui s'appelle Travel Planet, un concurrent d'Egencia, qui cherche à disrupter le marché en embarquant de l'analytique jusqu'à l'utilisateur qui, lorsqu'il fait son choix de trajet et de voyage, va avoir des recommandations et des visuels et des analyses pour lui recommander plutôt le train que l'avion s'il va à Marseille ou à Aix-en-Provence. Voilà. D'accord, donc vraiment de plus en plus des logiques d'écosystème, finalement, on va chercher des nouvelles chaînes de valeur. Alors Florence, sur cet aspect monétisation, B2B, en B2C, des choses aussi de votre côté? Alors nous, on fait beaucoup de choses en matière de monétisation sur 3 volets, B2B, B2B2C et B2C. En B2B, c'est peut-être notre activité la plus historique où effectivement le crunching de la data chez nous a permis depuis des années en fait, de monétiser la connaissance client qu'on peut avoir grâce à l'étude de nos tickets de caisse tout simplement et l'étude du comportement de nos clients qui sont derrière la carte de fil, donc derrière nos 4 millions de porteurs. Où en fait là, on va voir typiquement un Puget et on va lui expliquer on va lui donner en fait toutes les clés de lecture sur qui sont ses clients, comment est-ce qu'ils se comportent, quelle est leur fréquence d'achat, enfin, tout ce qui va les aider ensuite en termes de catégorie management, eux également à opérer leur changement. Et ça, c'est une grosse activité chez Monoprix. La deuxième, elle est exactement ce que tu évoques sur avec des partenaires type Relevancy, effectivement, qui font partie du groupe, sur lequel en fait on a agrégé l'ensemble de nos données de tickets de caisse, l'ensemble des enseignes, donc Casino, Géant, Franprix, Leader Price, Monoprix, etc., donc toute la galaxie Casino,
au service de segments d'audience, en fait. Et aujourd'hui, on se rapproche de médias comme TF1 pour permettre de commercialiser une offre qui soit de plus en plus affine et de venir servir un média comme celui de TF1. Et le troisième sujet, c'est la partie réellement B2C, où aujourd'hui on monétise finalement notre connaissance client au service de vous les clients, sur des logiques de promo personnalisées par exemple, où aujourd'hui quand vous recevez nos fameux petits coupons, qu'ils soient digitalisés ou pas, vous n'avez pas le même que le mien, et donc les ROI sont évidemment incroyablement supérieurs quand on est sur des logiques de personnalisation comme ça, et donc il y a toute cette commercialisation aussi auprès des annonceurs auxquels on vend, enfin des annonceurs, des industriels, auxquels on vend une pénétration beaucoup plus affine sur leurs clients. Comme quoi, on peut déjà faire plein de choses avant de mettre de l'IA, même si certainement on fait déjà du machine learning, bien miner sa data et puis bien faire la plomberie pour pouvoir s'interfacer avec l'écosystème. Laurent, un mot de la fin peut-être un peu sur le futur de la publicité justement, parce que TF1 maintenant vous êtes sur plusieurs médias. Comment tu vois un petit peu les choses en termes de ciblage et de maîtrise du ROI avec la publicité ? Alors déjà dans le domaine de la data, c'est sûr qu'on va encore enrichir ce qu'on sait faire grâce aux acquisitions récentes qu'on a faites, notamment il y a énormément de clusters de data très sympathiques chez Marmiton, donc on va mettre en œuvre l'année prochaine. Pour le reste, je dirais juste un mot avant de répondre vraiment à la question sur il faut vraiment mesurer l'efficacité et le retour sur investissement. Et trop souvent, en médias, ce que les clients mesurent et ce sur quoi les agences sont jugées, c'est juste le prix au kilo d'audience. Le prix au kilo d'audience, mais ce n'est pas forcément déterminant du retour sur investissement. Il y a des audiences pas chères qui ne sont pas très rentables et réciproquement. Pour le futur, et donc mesurer, ça veut dire faire de l'économétrie. Et ça aussi, c'est beaucoup de data, c'est complexe, ça ne se manie pas très rapidement, mais néanmoins, c'est le seul moyen de mesurer l'intégralité de l'efficacité et du retour sur investissement, et pas uniquement sur le court terme. J'ai fait ma campagne, combien j'ai vendu à la fin de la campagne? Oui, c'est intéressant, mais on sait bien que les médias continuent à booster les ventes bien longtemps après la campagne. Sur la question, c'est sûr que vous savez qu'en ce moment, le rapport Berger, il y a beaucoup de discussions autour des assouplissements éventuels dont la télévision notamment pourrait bénéficier. Et parmi ces assouplissements, c'est celui de la télé segmentée qui nous paraît le plus porteur d'avenir parce que du coup, ça permettra à la télévision de garder sa puissance d'impact instantanée comme vous la connaissez, mais d'aller dans des granularités de ciblage encore plus précises, comme on peut le trouver sur le digital. Voilà, donc c'est le 2 en 1. Donc la télé adressable, c'est le 2 en 1. C'est le meilleur des deux mondes. Comme le digital, le meilleur avec la puissance, comme à la télé. Merci Laurent, merci Florence, merci Edouard. Merci Emmanuel. Merci à tous les quatre.